Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes encore avec le module de rédaction scientifique. Nous allons aujourd'hui aborder le deuxième chapitre qui traite de la communication scientifique. Dans ce chapitre, nous allons commencer directement par la définition des objectifs poursuivis par la communication scientifique. Nous discuterons ensuite des différents types de communication. Ainsi, nous détaillerons d'abord les diverses formes de communication scientifique écrite pour ensuite nous intéresser aux autres formes orales. Une fois ces notions traitées, nous étudierons ensemble les bonnes pratiques à adopter lors de communication scientifique. Enfin, et avant de conclure, nous citerons quelques perspectives d'avenir à suivre de près. La science est un domaine de plus en plus basé sur la communication. Que ce soit pour dénicher des financements ou bien pour leur carrière, les différents scientifiques doivent être capables de partager avec la communauté les différentes avancées auxquelles ils sont parvenus, ainsi que les résultats obtenus durant leurs travaux. Cette communication, en plus de mettre en valeur le chercheur et son établissement d'affiliation, diffuse les connaissances acquises au terme de recherche scientifique à un public large. Ce public peut être aussi bien composé de chercheurs que des industriels ou des personnes de divers bords, en passant par un public d'amateurs. Il existe différentes méthodes de recherche de communication scientifique. L'une des plus connues et reconnues est la communication scientifique écrite. Les paroles s'en vont, mais les écrits resteront. Cela est d'autant plus vrai qu'il s'agit de science. Ainsi, les productions scientifiques ont été diffusées dans le monde entier et transmises de génération en génération sur des supports écrits. Au fil du temps, les règles régissant ces rédactions ont commencé à apparaître et un système assez codifié a vu le jour. Ce système de communication écrite peut être décrit en plusieurs couches, dont la plus profonde est l'article scientifique, suivi de la revue scientifique, pour finir par le livre scientifique. Commençons par l'article scientifique. Celui-ci représente l'unité la plus courte de communication écrite. Il traite généralement d'une seule problématique et décrit les résultats des travaux conduits pour la traiter. En outre, les articles scientifiques constituent le support principal de la communication scientifique écrite. Bien qu'étant l'unité la plus petite, ils se présentent sous différentes longueurs et différents formats, allant de quelques pages seulement à plusieurs dizaines de pages. Ceci est dû au fait que ces articles doivent décrire de manière plus ou moins détaillée des travaux réalisés par des chercheurs ainsi que les résultats auxquels ils ont abouti. Ces résultats et travaux diffèrent grandement suivant la complexité de la problématique traitée. Avant d'être publiés, les articles scientifiques doivent passer par une étape de révision, qui n'est en fait qu'un contrôle réalisé par des experts du domaine. Ce contrôle a pour vocation de garantir de la rigueur des travaux réalisés et d'éviter toute erreur ou tromperie. À l'issue de cette révision, un article peut être refusé ou bien accepté. Dans ce second cas, l'acceptation peut soit être directe ou bien conditionnée à la réalisation de corrections. Les délais de traitement des articles varient. Cela peut aller de quelques semaines à plusieurs mois, ce qui peut engendrer un certain stress pour les chercheurs. Lors du processus de révision, l'article scientifique est évalué suivant différents critères, parmi lesquels la pertinence de la problématique, c'est-à-dire savoir si les travaux conduits ont un intérêt réel pour la société et pour l'avancée de la science. Ensuite, il est nécessaire de vérifier la qualité de la méthodologie employée. Il faut que les travaux décrits aient été réalisés dans le cadre d'une démarche scientifique rigoureuse, comme cela a déjà été discuté dans un précédent cours. Un autre critère majeur d'évaluation est la clarté de la rédaction du document. Un article scientifique a pour objectif de partager des connaissances, et pour cela, il doit être le plus clair possible et être facile à lire. Plus important encore, il faut s'assurer de la validité des résultats. Personne n'est à l'abri d'une erreur, qu'elle soit de manipulation ou de calcul.
Récemment, un étudiant de l'université des USA a trouvé une erreur majeure dans une étude de deux économistes de Harvard, Carmen Reinhardt et Kenneth Rogoff. Le dernier étant un ancien chef économiste du Fonds monétaire international, plus connu sous le nom de FMI. Ce jeune homme a donc réussi à trouver une erreur dans une étude qui a été publiée en 2003 et qui traite des bienfaits des politiques d'austérité sur les pays en difficulté. Cette étude a été la base sur laquelle se sont reposés les décideurs du FMI pour imposer une politique une politique d'austérité à la Grèce après la crise des subprimes. Et donc un simple petit étudiant a réussi à trouver une erreur que de grands experts n'ont pu découvrir. Enfin, les articles scientifiques sont publiés dans des revues, un genre de journal spécialisé dans un domaine scientifique. C'est donc l'équipe éditoriale de la revue qui est chargée de réaliser les vérifications nécessaires. Elle peut aussi ajouter d'autres règles qui lui sont spécifiques et qui ont généralement pour but d'uniformiser le format des articles qu'elle traite. Les revues scientifiques sont donc des publications périodiques, c'est-à-dire qu'elles sortent à intervalles réguliers, qui est le plus souvent mensuel. Elles sont considérées comme essentielles au partage des connaissances scientifiques car elles regroupent et organisent des articles scientifiques pour correctement les diffuser. Les chercheurs n'ont plus qu'à s'abonner à la revue de leur choix pour rester à jour des dernières avancées réalisées dans leur domaine. Les revues les plus connues étant de catégorie A+. Parmi elles, on peut citer des revues comme Science ou Nature qui sont des références dans leur domaine respectif. Enfin, chaque revue dispose de ses propres règles de publication, que ce soit en termes de taille limite, de format d'article, est-ce que l'article est un article original, est-ce que c'est un état de l'art ou est-ce qu'il décrit des travaux en cours, ou même le format de publication, qui peut être soit par accès payant ou accès gratuit. En règle générale, toutes les revues ne se valent pas, et il y en a des plus sérieuses et plus célèbres que d'autres. De nos jours, on peut les trier en utilisant le plus souvent une métrique appelée facteur d'impact. Le facteur d'impact est calculé en utilisant le nombre de fois où les articles publiés dans la dite revue ont été cités dans la littérature scientifique sur une période donnée. Plus le facteur d'impact est grand et plus la revue citée est donc connue et reconnue. Et à l'inverse, si le facteur d'impact est faible, alors la revue n'est pas très connue. Mais bon, le fait que la revue ne soit pas connue ne fait pas d'elle une mauvaise revue automatiquement. Il existe des revues par contre, il existe des revues qu'on appelle des revues prédatrices et qui sont, elles, à éviter absolument. Elles demandent généralement aux chercheurs de payer pour faire publier leurs travaux et elles ne sont généralement pas regardantes quant à la qualité des documents publiés. Il faut par contre les différencier des revues open access, dites à accès ouvert, qui demandent aux chercheurs de payer la publication de son article pour le rendre accessible gratuitement à tous. Car oui, l'accès aux articles scientifiques est à mon grand regret payant dans la plupart des cas. Enfin, les revues, comme nous l'avons déjà vu, sont un moyen de rester à jour. Mais si l'on souhaite s'initier à un domaine précis, il vaut mieux se tourner vers les livres scientifiques. Les livres scientifiques diffèrent des revues du fait que ces dernières offrent une image d'un domaine scientifique à un temps T, alors que les livres scientifiques sont là pour offrir une synthèse des connaissances scientifiques disponibles pour un domaine ou pour une problématique donnée. Ils sont de ce fait bien plus volumineux que les revues et ont une durée de production bien plus longue qui se chiffre généralement en années. Ils en sont de ce fait bien plus chers et aussi plus appréciés car faisant intervenir des experts du domaine traité.
Des livres scientifiques offrent aux lecteurs un certain nombre d'avantages parmi lesquels on retrouve la profondeur et l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'un livre commencera par les bases les plus fondamentales nécessaires à la compréhension d'un sujet et essaiera de traiter toutes ses différentes facettes. Dû à sa taille, il peut aussi se permettre le luxe de bien détailler tout le contexte de son sujet ainsi que les perspectives qu'il ouvre. Ce qui n'est traité que brièvement dans la plupart des articles scientifiques. Enfin, un livre est généralement plus accessible car plus exhaustif et plus détaillé. Le lecteur a beaucoup moins de zones d'ombre ou de notions à aller chercher ailleurs que lors de la lecture d'un article. Enfin, le livre scientifique fait généralement l'objet d'une évaluation bien plus poussée que celle d'un article de revue. Maintenant, nous allons discuter de la communication orale. Bien qu'étant primordiale à la science, la communication scientifique écrite a néanmoins certaines limites, comme l'absence d'interaction, de critique ou de questionnement entre les lecteurs et l'auteur. Bien que le contact des auteurs soit généralement présent sur les articles, il est assez difficile d'interagir avec eux, et ce, à cause de différents facteurs, parmi lesquels leur agenda chargé. Pour remédier à cela, les différents domaines de la communauté scientifique organisent régulièrement des événements où les chercheurs sont invités à présenter oralement leurs travaux et à interagir avec le public. Lors de ces événements, on retrouvera généralement 3 différents types de communication scientifique orale que sont les présentations où un chercheur dispose d'un temps limité pour expliquer ses travaux devant un public généralement de connaisseurs. Il y a aussi ce qu'on appelle les posters, où le chercheur échange des idées avec des personnes intéressées par son travail. Et enfin, on a vu récemment apparaître ce qu'on appelle les vidéos scientifiques, qui permettent de nos jours d'atteindre plus rapidement un public plus large. Commençons par les présentations. Ces différentes formes de communication orale se déroulent le plus souvent lors de conférences scientifiques. Ces conférences peuvent être de différentes tailles et ont un impact qui va du régional à l'international. Elles peuvent être organisées par différentes entités comme les universités, les associations ou les entreprises. Les conférences sont généralement présentielles, mais depuis l'apparition du Covid, elles acceptent de plus en plus l'utilisation de la visioconférence. Comme les revues scientifiques, les conférences sont divisées suivant leur importance en différentes catégories, allant de la A étoile à la C. Elles sont un lieu de partage de connaissances, car en plus des présentations, elles peuvent aussi héberger des ateliers, des tables rondes ou de simples discussions. Bien que pouvant abriter plusieurs activités, l'événement principal d'une conférence scientifique reste la présentation de travaux scientifiques devant un public. Ces présentations sont une bonne opportunité d'interaction avec les chercheurs. Ainsi, on retrouvera généralement dans le public des experts du domaine traité qui sont généralement là pour faire des commentaires et fournir des critiques constructives aux différents orateurs. Les présentations en conférence sont aussi une occasion de construire son réseau de connaissances professionnelles et de tisser des liens avec d'autres chercheurs travaillant sur le même domaine, ce qui par la suite peut ouvrir la voie à de futures coopérations. Enfin, elles sont pour les chercheurs novices une opportunité pour recevoir des conseils sur la suite à donner à leurs travaux. Néanmoins, les présentations restent assez formelles et n'offrent qu'un temps d'échange limité. Pour remédier à ces inconvénients, une nouvelle méthode de communication orale a émergé et qui n'est autre que la présentation de posters. La présentation de posters définit le fait d'utiliser un support visuel fixe pour décrire son travail de recherche à un nombre limité de personnes intéressées. Les sessions de posters se déroulent généralement lors des conférences, mais elles offrent un environnement bien plus convivial que les présentations. Lors d'une session, on retrouve un certain nombre de chercheurs debout devant leurs posters, en train de discuter et d'échanger avec les personnes qui s'arrêtent pour s'y intéresser.
Ces sessions offrent ainsi un environnement d'échange plus détendu où les discussions peuvent durer et traiter des travaux de recherche de manière approfondie. Mais avant d'échanger avec des personnes, il faut d'abord susciter leur intérêt. Pour cela, il faut concevoir un poster en ayant à l'esprit les règles suivantes. Un poster doit être clair et facile à comprendre, car les participants aux sessions n'ont généralement que quelques secondes pour le parcourir et voir s'il est digne de leur intérêt ou pas. Le poster doit aussi être visuellement attirant pour pouvoir susciter la curiosité de l'audience, le mieux étant d'intégrer des figures simples et d'éviter les textes à rallonge. Aussi, les résultats doivent y être présentés de manière efficace pour faciliter la compréhension et augmenter l'impact des travaux sur le public. Enfin, il doit favoriser le travail de son auteur, et ce en mettant en valeur son travail et les principes suivis dans les travaux qu'il décrit. Vous pouvez voir ici un exemple de poster scientifique qui peut être utilisé lors d'une session. Dans un tout autre registre, les vidéos scientifiques sont un support assez récent dans le domaine de la communication scientifique. Elles ont été popularisées par la démocratisation des plateformes de partage vidéo comme YouTube et ont vu un énorme essor pendant la crise du Covid, vu que les déplacements et les regroupements étaient impossibles, ce qui a rendu impossible l'organisation de conférences pendant plusieurs mois. Ces vidéos sont là pour présenter des travaux, des projets ou bien pour partager des enseignements comme la vidéo que vous êtes en train de visionner actuellement. Elles sont très pratiques car pouvant être partagées rapidement et à un large public grâce aux réseaux sociaux. Elles permettent ainsi de rendre la science abordable et de sensibiliser ainsi la société à l'importance des travaux de recherche. Bien que facilitant la communication scientifique, les vidéos scientifiques doivent faire l'objet d'une attention particulière, car plus elles touchent de monde, plus elles seraient mauvaises pour la réputation du chercheur en cas d'erreur. Ainsi, plusieurs éléments à prendre en compte lors de la réalisation scientifique sont les suivants. Le format de la vidéo qui doit être adapté au contenu de cette dernière. Le contenu en lui-même qui doit être clair, précis pour toucher le plus de monde possible. Il est aussi primordial de veiller à la qualité sonore et visuelle de la vidéo. Enfin, il faut travailler la promotion, promouvoir, c'est-à-dire partager un maximum sur les différents réseaux sociaux. Maintenant que nous avons traité différents types de communication scientifique, nous allons aborder les bonnes pratiques adoptées ainsi que les perspectives à suivre pour ne pas se laisser dépasser. Tout d'abord, toute bonne communication scientifique se doit d'être réalisée dans un langage clair et précis. De plus, le chercheur a un devoir d'honnêteté et de transparence concernant les résultats de son travail. Toute tricherie pourrait avoir un résultat désastreux pour sa carrière. Ensuite, il est conseillé de fournir des données visuelles comme des figures et des graphes pour faciliter la compréhension. Il est aussi nécessaire d'appuyer son discours par l'utilisation de références bibliographiques. Enfin, il faut éviter les abréviations, les jargons et les acronymes qui peuvent vous faire perdre l'attention du public. Pour conclure, il faut bien structurer le texte et le lire plusieurs fois pour éliminer le maximum d'erreurs. Concernant les perspectives, plusieurs types de nouveaux supports de communication pourraient se démocratiser dans un avenir assez proche. Parmi ces supports, on retrouve les réseaux sociaux scientifiques comme ResearchGate par exemple, l'utilisation de nouvelles technologies comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Une autre avancée est l'utilisation des données interactives qui peuvent être manipulées par le lecteur. L'open science est aussi un courant de plus en plus fédérateur en sciences et qui a pour but de rendre accessibles les données et les travaux de recherche à tous et dans tous les domaines. Enfin, l'intelligence artificielle offre des pistes non négligeables pour l'élaboration d'outils dédiés au partage de connaissances scientifiques. Pour conclure, nous avons traité dans ce cours de ce qu'est la communication scientifique et de son importance en sciences, qu'elle soit orale ou écrite.
Toute communication scientifique se doit d'être claire et adaptée au public qu'elle cible. De plus, elle doit se plier aux règles de rigueur et d'éthique qui régissent toute démarche scientifique. Enfin, les scientifiques doivent rester à jour en termes de support de communication pour partager leurs travaux. Ainsi, ils mettront en valeur leurs travaux et participeront à la renommée de leur structure d'affectation. Je vous remercie pour votre attention.